le nom de la distribution, des enseignes de distribution, le nom de Michel-Édouard Leclerc a vraiment été jeté en pâture. Par qui? Vous dites jusqu'au moment où Gabriel Attal est descendu à Toulouse. Est-ce que ça veut dire que vous estimez qu'à partir du moment où les politiques se sont emparés de cette colère, de ce sujet, vous vous êtes retrouvé quoi, bouc émissaire? On s'est retrouvé la cible entre FNSEA, JA et Fédération des agriculteurs, jeunes agriculteurs et gouvernement. Et bon, j'ai lu L'Art de la guerre. L'esquive est une manière de renvoyer les deux adversaires dos à dos et j'ai eu l'élégance de laisser le ministre de l'Agriculture essayer d'expliquer sa politique agricole. Est-ce que c'est de l'élégance ou est-ce que c'est une forme de lâcheté quand même? C'est une forme, non. C'est une forme, non. Je pense que c'était à lui que s'adressait cette colère agricole, qui était aussi une colère sociale. Ça s'adressait au gouvernement, ça s'adressait, bien sûr, pour des raisons pratiques, sur certaines filières, à la distribution et à l'industrie. Mais globalement, c'était une crise politique, avec des surenchères syndicales, avec des surenchères politiques. Et donc, à un moment donné, il vaut mieux pas se trouver au milieu du champ de tir. On a essayé de vous mettre au milieu du champ de tir. C'est un peu ce que vous laissez entendre à propos du grand débat. C'était il y a donc une semaine tout pile, au moment de l'ouverture du salon de l'agriculture. Emmanuel Macron qui avait prévu un grand débat. Et parmi les invités de ce grand débat, vous deviez être en première ligne. Tout ça a fini en fiasco. Vous n'y avez pas été. Vous avez même considéré que c'était un coup de com'. Moi, je suis un homme d'action. Il y a des problèmes, je veux bien participer à les résoudre. Il fut un temps, pas si vieux, où des ministres de l'Agriculture, comme Le Foll, comme Le Maire, quand il y avait un problème, ils nous réunissaient dans une salle, producteurs, transformateurs, distributeurs, et ils disaient, même de manière un peu autoritaire, vous pouvez les imaginer, vous ne sortirez pas de cette salle tant qu'on n'aura pas résolu le problème. Mais au fond, le ministre de l'Agriculture cherchait à fédérer les professionnels des filières pour essayer de trouver des solutions. Là, voilà une crise agricole. Vous voyez, pendant que c'est vrai, beaucoup ici à RMC, à BFM, on disait où est-ce qu'il est parti Michel-Édouard Leclerc. Moi, pendant ce temps-là, j'ai pas eu un seul coup de téléphone d'un leader syndical pour résoudre un problème et j'ai pas eu un seul coup de téléphone du ministre de l'Agriculture qui se permettait sur les plateaux de me taper, mais en même temps, il n'avait rien à me demander. Donc moi, je considère aujourd'hui qu'il y a une vraie responsabilité gouvernementale à dire quelle est la politique agricole, qu'est-ce qu'on va défendre en Europe. Est-ce qu'on défend une politique agricole exportatrice, comme on disait autrefois, le pétrole vert de la France, il faut exporter, il faut être productif, et donc toute la PAC, le produit de la PAC, de la politique agricole commune, doit aller à la productivité. On va aller sur le fond, Michel-Édouard Leclerc, parce que moi je veux comprendre aussi ce que vous allez faire pour répondre à cette colère. Qu'est-ce que vous allez répondre, par exemple, à Michel Biérot, qui propose de s'associer dans la volonté d'avoir un prix du lait, du porc, du bœuf, qui ne soit pas trop bas. Quelle va être votre action aussi sur Egalim, sur les centrales d'achat qui ont contourné la loi? Non, ça c'est pipeau. Ça fait partie... Comment ça c'est pipeau? Oui, c'est pipeau. Vous n'avez pas été négocier les prix à Bruxelles avec votre centrale d'achat? Nous avons tous des centrales d'achat à l'étranger et depuis 2006, alors c'est pour vous dire que c'est pas pour contourner la loi Egalim qui date que d'il y a 3-4 ans. Mais voilà, ce genre de truc, on balance en pâture ça et démerdez-vous avec ça. Prenons le temps, Michel-Édouard Leclerc. C'est pour ça aussi que vous êtes à ce micro, j'imagine, pour ne pas qu'il y ait ces rumeurs, ces fantasmes. Sauf que là, moi, j'ai quand même les décisions judiciaires qui sont sous mes yeux. Il y a eu une enquête de la répression des fraudes, la fameuse DGCCRF. Après cette enquête, le ministère de l'économie, Bercy, a estimé que vous aviez mené des pratiques restrictives de concurrence. En gros, ils disent que vous vous êtes entendu avec votre colloque de centrale d'achat, si je peux me permettre, c'est-à-dire, il me semble que c'est le néerlandais, vous vous êtes retrouvés ensemble à Bruxelles pour imposer aux fournisseurs, c'est les mots, imposer aux fournisseurs qui approvisionnent vos magasins en France de négocier avec Eurelec en Belgique et de conclure des contrats faisant appliquer la loi belge. Non, d'abord depuis 2006, sachant que nous ne pesons que très peu par rapport aux multinationales, Leclerc, ça représente 2,6% du chiffre d'affaires mondial de Nestlé. Donc, en fait, on s'est rapproché des Coop Italia, on s'est rapproché du groupe REWE, Allemagne, l'enseigne Penny aussi.
Et juste là, dernièrement, de Ahold Delhaize, Pays-Bas, Belgique, mais aussi États-Unis. On s'est rapprochés, ça nous a permis d'ailleurs, entre nous, d'acheter des masques pendant le Covid, ça nous a permis d'acheter des autotests et de faire baisser les prix pendant cette période Covid, parce qu'on s'est entraidés. Et chaque enseigne de distribution française, finalement, a découvert que l'Europe, c'était aussi pour nous, que ce n'était pas simplement pour Air France KLM, vous voyez, que ce n'était pas simplement des alliances entre banquiers, entre assureurs, entre équipementiers automobiles. Donc nous avons fait, avec les Allemands notamment, Leclerc, nous avons fait non seulement une centrale d'achat, mais une société commune avec des coopérations qui nous permet aussi de lancer des filières de Mais j'entends bien, OGM. et d'ailleurs pendant longtemps vous vous en êtes... et on assume ça. Vous avez dit, c'est aussi grâce à ça qu'on a des prix plus bas. On va y revenir, parce qu'au fond, est-ce que c'est pas le retour de boomerang de cette question d'avoir des prix plus bas, mais donc forcément d'acheter les denrées moins chères? Est-ce que vous avez entendu un seul fournisseur, un seul groupement de producteurs, un seul groupement de coopératives dire qu'on leur a tordu les bras à Eurelec? Alors, ils ne l'ont pas dit à moi, mais ils l'ont, semble-t-il, dit à la DGCCRF, qui a estimé qu'il fallait vous condamner 117 millions d'euros d'amende. Il y a confusion entre les amendes et des restitutions de chiffre d'affaires. Quand un contrat n'est pas bien... Les 117 millions d'euros, ils vous les ont bien réclamés. Tous les ans, l'administration nous réclame des sous. Tous les ans, nous avons des contentieux. Il y en a qu'on garde. Et là, le contentieux, c'est avec le ministère de l'économie quand même. Voilà, mais tous les contentieux sont avec le ministère de l'économie. La plupart des contentieux sont avec le ministère de l'économie. Et donc, en fait, aujourd'hui, je peux vous dire que nous n'avons pas de contentieux avec des entreprises françaises. D'abord, pour une raison très simple, c'est que nous ne négocions pas des produits agricoles. Donc, première chose. Deuxième chose. Même pour vos propres marques ? Même pour nos propres marques. Nous ne négocions pas des produits agricoles à Eurelec, centrale d'achat de Leclerc et de Révé. Et désormais, qu'est-ce que vous négociez à Eurelec ? Nous négocions Mars, Procter, les 35 multinationales. Bruno Le Maire nous a envoyé négocier. Rappelez-vous l'histoire du panier qu'il fallait que... Le panier anti-inflation. Voilà, il avait considéré qu'il y avait 75 multinationales qui n'avaient pas fait le job. 2 rapports de l'inspection générale des finances avaient estimé que dans les 21% d'inflation que les Français se sont tapés là en 2 ans, il y avait beaucoup de dividendes et beaucoup de marges d'entreprises industrielles. Donc nous sommes... Les entreprises avec lesquelles nous négocions aujourd'hui en Europe sont des multinationales. Mais Michel Leclerc, vous le comprenez bien, il y a quelque chose de très paradoxal à se retrouver à parler toute la journée, ici même ou ailleurs, de la loi Egalim, de la loi Descrozaille. Et en réalité, tout cela... vous le contournez en partant négocier à l'étranger. C'est légal, mais tout de même, ça paraît fou. On a l'impression qu'on parle d'un écran de fumée quand on parle de la loi française. Ça ne sert à rien que je dise qu'on ne contourne pas si vous continuez à... C'est le mot utilisé par le ministre, encore une fois, de l'économie. Donc, mais on n'a pas que des copains, d'accord ? Le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, en conférence de presse à Bruxelles, a dit à propos d'Eurelec, vous a même cité en disant que vous contourniez la loi Egalim et qu'il fallait donc un Egalim européen. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, quand on est président français, on étudie ces dossiers. On ne va pas en Belgique dire que quand une société est belge, elle contourne le droit français. D'abord parce que chaque pays a sa législation. Dans le domaine audiovisuel, Arte, c'est une coopération franco-allemande. Le siège est à Strasbourg. On ne dit pas qu'ils ne respectent pas le droit allemand. Ce n'est pas parce que Leclerc a une centrale d'achat en Belgique qu'il ne respecte pas le code de la route en France, qu'il ne respecte pas le code de la concurrence en France. Il faut arrêter les conneries. Pourquoi il a fait ça, Emmanuel Macron ? Mais parce qu'on a été jeté en pâture et ça n'a pas marché. Les agriculteurs ne sont pas idiots, mais notre nom est cité, mon nom était cité tous les jours. Et d'ailleurs, on en a discuté avec les autres collègues de la distribution qui eux-mêmes ont diminué leur présence sur les plateaux. Enfin, vous l'avez bien vu. Oui, mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas le retour de bâton et d'ailleurs, on en prend tous notre part. On a l'impression que ça fait 2 ans qu'au ministère de l'économie, dans nos différentes enquêtes auprès des Français, on a un seul mot à la bouche, qui est la question du pouvoir d'achat et de l'inflation. Mais au fond, vous avez fait d'un slogan du prix le plus bas. Je me souviens du lancement de la baguette à 29 centimes. On pourrait parler de la côte de porc à 2 €. Est-ce que c'était franchement une bonne nouvelle d'annoncer tout ça ? Est-ce que c'était une bonne chose ? Oui, j'assume ça.
Et parce que le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation première des Français. Et c'est parce qu'on fait beaucoup de macroéconomie dans les discours politiques, on parle à partir de la Banque centrale, on parle des taux d'intérêt, mais l'économie, c'est au quotidien, dans le portefeuille des gens. Il y a les loyers, il y a le coût du crédit, il y a ce qui est dépensé dans les caddies, dans les magasins, il y a ce qu'on paye à l'autoroute. Et oui, la démocratie, ça tient aussi à la considération qu'on donne dans la capacité d'accéder à des biens dans la société. Ça, c'est très important.